collègues. Ben, je vais juste me présenter en premier. Moi, c'est Blandine Justy. Je suis chargée de projet pour l'OBV Lac-Saint-Jean. Et donc, j'ai collaboré au projet avec Daphné et Catherine. Puis, je vais faire une partie de la présentation. Oui, donc moi, c'est Daphné, je suis chargée de projet pour l'organisme de bassin versant du Saguenay. Donc, merci d'être là aujourd'hui. On apprécie votre présence. Puis la présentation, elle va se dérouler comme suit. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'une plante envahissante pour s'assurer qu'on est toutes sur les mêmes bases. Ensuite, on va aller voir les impacts des plantes envahissantes, de où est-ce qu'elles viennent, puis comment est-ce qu'elles vont agir sur notre environnement. Ensuite, les trois organismes, on a fait un portrait des plantes envahissantes de la région en 2020. Donc, on va aller voir les résultats de ce portrait-là. Puis, on va aller voir des petits trucs là, pour prévenir les introductions. Donc, pourquoi est-ce qu'on est avec vous aujourd'hui? En gros, c'est qu'on a réalisé dans les dernières années qu'il y avait un manque d'outils pour prévenir la colonisation par les plantes envahissantes, puis qu'on n'avait pas de méthode de contrôle qui était efficace pour gérer les colonies qui sont déjà en place. Puis, bien que le Saguenay-Lac-Saint-Jean, on soit quand même, le nombre de colonies est quand même moins intense qu'à certains autres endroits, à certaines autres places, bien, on voit quand même une hausse des observations. Là. Donc, on voulait agir maintenant. Puis c'est pour ça qu'on a fait un guide d'information sur les plantes envahissantes qui est disponible sur le site de l'OBV Saguenay. Puis, il y en a un pour chacun des secteurs. Puis aujourd'hui, c'est plus une présentation pour les territoires. Donc, on en a un qui est spécifique là, pour les ZEC, les CEPAC et les pourvoiries. Donc, on va commencer par qu'est-ce qu'une plante envahissante? Donc, une plante envahissante, c'est des organismes qui sont introduits hors de leur limite de distribution naturelle. Ça veut dire que on la prend puis on l'apporte ici. On l'introduit où est-ce qu'elle n'était pas auparavant. Puis, ça va permettre là, qu'elle va coloniser à un rythme vraiment rapide puisqu'elle arrive dans un nouvel environnement sans ses ennemis de son territoire d'origine. Puis, ça va permettre là, qu'elle grandisse très rapidement, puis elle va produire des populations qui sont dominantes. Je parlais des impacts tantôt là, que les plantes envahissantes peuvent avoir. Ça va toucher vraiment l'environnement, la santé, l'économie, l'agriculture et les loisirs. Donc, d'où est-ce qu'elles viennent? Comment est-ce qu'ils se ramassent chez nous, ces plantes-là? En fait, c'est que l'humain est le plus grand responsable, bien sûr, de l'introduction de plantes envahissantes parce que depuis là, qu'on peut se déplacer un petit peu partout, on transporte avec nous des choses sans nécessairement le vouloir parce que ça peut être, ils peuvent arriver sur notre territoire de manière volontaire, involontaire ou naturelle. Niveau naturel, on peut penser là, au vent puis au courant d'eau. Sinon, au niveau des voies d'entrée humaines, volontaires, on peut penser à la pêche avec des poissons à pas parce qu'on introduit dans un plan d'eau des poissons qui n'y étaient pas auparavant. On peut penser à la culture, la nourriture ou les vêtements. Donc, c'est des plantes qu'on importe pour répondre à certains besoins qu'on a. Mais on peut pas toujours être sûr là, de ce qui se trouve dans ce qu'on fait venir ici. Puis finalement, il y a les jardins terrestres ou aquatiques parce qu'on veut une belle plate-bande, on veut un beau jardin. Donc, on va acheter souvent les plantes envahissantes, elles sont belles. Donc, on veut que ce soit beau, donc on les plante, mais finalement, on se ramasse qu'il y a juste ça dans notre plate-bande, puis c'est pas nécessairement ça là, qu'on voulait au départ. Sinon, au niveau des voies d'entrée involontaires, on parle surtout de la navigation maritime et de plaisance. Par exemple, les bateaux cargo qui se promènent de continent en continent, qui doivent vider leurs eaux de cale en arrivant à leur port de destination. Bien, ça permet un relâchement des eaux, puis peut-être de transporter là, des espèces ou des morceaux de plantes qui sont nuisibles puis qu'on ne voudrait pas avoir chez nous. Ensuite, on peut penser aux activités de plein air parce que il y a des morceaux de plantes ou des insectes qui peuvent rester sur le matériel de plein air. Par exemple, si je fais de la randonnée puis que je pile dans un plan d'un air brun, par exemple, puis que je ne nettoie pas mon matériel correctement avant de changer de site, ben ça peut mener à une transmission de plantes dans un nouveau territoire. C'est un peu la même logique là, avec l'équipement contaminé. Si on veut faire du contrôle de plantes puis qu'on ne nettoie pas notre matériel correctement par après, ben, ça va faire en sorte qu'il y a un grand risque de transmission de plantes sur le territoire. Même chose avec le bois de chauffage. Là, on sait que la saison des campings, elle s'en vient, donc c'est toujours préférable d'avoir du bois qu'on achète sur place plutôt que d'apporter le nôtre, surtout quand on change de région.
Sur cette carte-là, vous pouvez voir les vecteurs de propagation des plantes envahissantes dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, tout ce qui est beige, c'est les terres agricoles. Puis sinon, vous pouvez voir aussi l'hydrographie, puis le réseau de transport routier, puis de lignes d'énergie. Donc, l'hydrographie, comme je l'ai dit tantôt, là, ça permet, il y a certaines plantes qui flottent, puis qui peuvent, ça n'affectera pas leur capacité de germer. Donc, le courant peut juste les transporter de secteur en secteur vraiment facilement. Puis, en ce qui concerne les terres agricoles, puis les bords de route, c'est des grandes étendues où est-ce qu'il n'y a rien du tout. Donc, il y a le champ libre à la plante pour prendre tout l'espace qu'elle veut, puis elle a accès à tout le soleil, l'eau, puis les nutriments, puisqu'il n'y a rien d'autre dans ces espaces-là. Donc, c'est des endroits de prédilection pour les plantes envahissantes. Je vais laisser Blandine parler des impacts qu'elles peuvent avoir sur nous. Merci, Daphné. Donc, ces plantes-là, une fois qu'elles sont introduites à quelque part puis qu'elles se propagent, elles vont vraiment avoir tout un tas d'impacts. L'une des premières choses, c'est qu'elles vont avoir un impact directement sur l'environnement où elles arrivent, puisqu'elles vont rentrer en compétition avec les espèces indigènes. Elles vont justement devenir la population qui est dominante sur un endroit. Donc, il va y avoir une disparition des espèces qui étaient là, des espèces locales. Il va y avoir une modification des écosystèmes, des habitats. Donc, ça a un impact non seulement sur les plantes indigènes, mais aussi sur les espèces animales indigènes qui étaient là, qui vivaient dans ces habitats-là, parce que ça va les modifier. Donc, ça a vraiment des impacts importants sur l'environnement. Ça a aussi des impacts sur l'économie. Donc, quand on se retrouve, par exemple, avec un lac qui est envahi de myriophiles, par exemple, de myriophiles à épis, il va y avoir une perte de valeur pour les maisons, pour les chalets, parce que le lac, il va rapidement devenir plus vraiment praticable. Il va y avoir aussi un impact sur l'économie. Il y a certaines plantes qui ont des racines très, très fortes, comme la renouée du Japon, puis qui vont être capables de percer le béton, donc qui vont vraiment causer des dommages aux infrastructures aussi. Il y a aussi des impacts dans le secteur agricole, puisque les espèces envahissantes causent 2,2 milliards de dollars de pertes annuellement pour le contrôle et aussi juste pour la perte de récolte qu'elles entraînent, en fait. Mais également, au niveau forestier, c'est 20 milliards de dollars par année comme impact sur le milieu forestier. Enfin, sur le récréotourisme, il y a aussi tout un tas d'impacts de ce côté-là. Donc, il y a déjà des problèmes de santé, certaines plantes qui peuvent causer des problèmes de santé parce qu'elles vont causer des brûlures, comme par exemple la berce du Caucase. Si on touche à cette plante-là, on peut se retrouver vraiment avec des grosses brûlures. Donc, ça, c'est un problème. Ensuite, il va y avoir aussi les problématiques liées au lac. Donc, comme je disais, un lac qui est envahi, par exemple, de myriophiles à épis, on ne va plus vraiment pouvoir se baigner dedans. On va avoir du mal à faire de la navigation aussi, donc à pratiquer toutes les activités qu'on aime pratiquer d'habitude sur les lacs. Ça va devenir aussi embêtant pour la pêche, par exemple, parce qu'il y a certaines espèces qui deviennent vraiment embêtantes pour la pêche aussi. Donc, vraiment beaucoup d'impact aussi sur le côté récréo-touristique. On vous a mis quelques exemples. Le premier, c'est un lac envahi de myriophiles à épis, justement, comme vous pouvez le voir là. Quand le myriophylle est rentré dans le lac puis qu'il prend le dessus, on se retrouve vraiment avec que du myriophylle sur l'étendue entière du lac. Il pousse, il va jusqu'à la surface, il se développe, il n'y a vraiment plus que ça. Donc là, ça devient vraiment embêtant. Puis c'est très difficile en plus. Une fois qu'il est implanté et qu'il se propage, c'est difficile d'aller l'éradiquer. Ça devient même quasiment impossible quand on est rendu à cet état-là, c'est impossible. Ou alors c'est très, très, très coûteux. Donc c'est vraiment des plantes qui sont vraiment gênantes. On a mis un deuxième exemple aussi. Ici, c'est la moule zébrée. Donc là, on n'est plus sur une plante, mais quand la moule zébrée, qui est aussi une espèce invasive, quand elle arrive dans un lac, elle peut vraiment causer des problèmes parce qu'une fois qu'elle est là, elle se développe. Puis au bout d'un moment, on se retrouve comme ça, au bout de 5 ans d'invasion, avec toutes les coquilles de moule comme ça qui se déposent sur la plage. Puis on ne peut plus non plus profiter de la plage comme on le voudrait. C'est vraiment des espèces qu'on veut le moins possible voir arriver dans la région. Je vais redonner la parole à Daphné pour qu'elle vous présente justement les résultats du portrait. Qu'est-ce qu'il y a comme plante dans la région actuellement? Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on a retrouvé en 2020 un total de 363 colonies. Puis, on a identifié 20 espèces envahissantes qui sont distinctes. Puis, il y a 15 de ces espèces-là qui sont considérées comme nuisibles. Puis, au niveau de la séparation là, des colonies qu'on a repérées, la plus grande quantité se trouve à la ville de Saguenay. Il y avait 199 observations. Puis, le lac Saint-Jean-Est est en deuxième place là, avec 99 observations.
Puis là, vous avez ici les chiffres pour chacune des MRC. Là. Donc, dans le fjord du Saguenay, il y avait 44 colonies. Dans Maria-Chapdelaine, 13. Puis dans le domaine du Roi, 8. Sauf que je voudrais rappeler là, que ce sont des observations qui datent de 2020. Donc, c'est grandement possible qu'il y ait des observations des colonies qui n'aient pas été répertoriées. Donc, on n'a pas pu comptabiliser dans le cadre de ce projet-là. Ce graphique-là, vous pouvez voir, ça nous montre là, toutes les plantes qui ont été recensées dans l'ensemble de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on peut voir que la renouée du Japon, c'est vraiment la colonie, l'espèce qu'on retrouve en plus grande quantité partout à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, elle est vraiment majoritaire là, avec 122 observations de colonies. Puis, elle est suivie par la valériane officinale qu'on a retrouvée là, 71 fois. Puis, il y a la salicaire commune et la berce du Caucase qui arrivent en 3e et 4e place, presque à égalité. Sur cette carte-là, vous pouvez voir au Saguenay la situation des plantes envahissantes. Donc, vous pouvez voir que à Chicoutimi, ben, c'est le secteur qui est le plus envahi dans le secteur. Puis on peut voir également, là, toutes les carrés oranges, ce sont des renouées du Japon. Donc, on peut voir à quel point la renouée du Japon, elle est envahie, elle prend d'assaut le secteur du Saguenay. Puis, il y a beaucoup d'observations qui ont été faites en bord d'eau, ce qui est problématique parce que ça veut dire que les plantes, elles peuvent aller être transmises par les courants de la rivière Saguenay. Donc, c'est assez problématique. Sur cette carte-là, vous pouvez voir la situation au Lac-Saint-Jean. On voit que c'est vraiment concentré dans la MRC du Lac-Saint-Jean-Est parce qu'il y a beaucoup de valérianes officinales. C'est les petits carrés verts qui sont présentes pas mal en terre agricole dans le Lac-Saint-Jean-Est. Donc, c'est à ça que ressemblait la situation en 2020. Maintenant, on va parler un petit peu des espèces là, que je viens de mentionner qui sont les plus observées dans la région. Donc, je vais laisser Blandine là, présenter les deux premières. Donc, la première qu'on a le plus retrouvée dans la région, c'est la renouée du Japon. Donc, la renouée du Japon, elle va vraiment faire des grosses tales monospécifiques et sur plusieurs mètres, s'étendre comme ça. Et ça va devenir une plante qui prend de la place. Elle peut faire jusqu'à 4 mètres de haut. Puis elle va surtout s'enraciner très profondément. Donc, elle va avoir des tiges souterraines qui vont s'enraciner qui vont aller jusqu'à 3 mètres de profondeur. C'est là où elle va s'enraciner. Donc là, quand on veut se débarrasser de la renouée du Japon, le problème, c'est qu'elle, un tout petit morceau de plante, soit d'une tige, soit d'un rhizome, donc d'une tige souterraine, ça va suffire à produire un nouveau plant. Donc, quand on veut s'en débarrasser, il faut se débarrasser de l'intégralité des morceaux de plantes qu'on trouve. Donc, tout ce qui est en surface, mais aussi tout ce qui est sous la terre, il va falloir aller excaver le clown. Donc, c'est pour ça que c'est assez difficile de s'en débarrasser. En plus, elle pousse tôt au printemps. Et une fois qu'elle pousse, donc elle coupe la lumière aux autres et puis elle libère aussi des petites toxines par ses racines qui empêchent les autres plantes de pousser. Donc, c'est vraiment une plante qui est coriace et qui n'est pas évidente à aller gérer. Je vous montre un petit peu plus en détail à quoi elle ressemble. Donc, elle a des tiges vertes comme ça qui sont creuses. Les petites feuilles en forme plus ovée. Puis elle fait des fleurs comme ça au printemps, des petites fleurs blanches, des petites boules blanches qui sont en forme de grappes. Si on veut s'en débarrasser, il y a plusieurs étapes à suivre. La première chose, ça va être de couper donc les tiges au ras du sol pour vraiment déjà enlever toute la partie supérieure. Et ensuite de ça, on va aller creuser, donc on va aller excaver pour enlever tous les petits fragments de plantes qu'il y aurait. Donc, il faut descendre jusqu'à 3 mètres de profond puisqu'elle peut aller aussi profondément que ça. Une fois qu'on a enlevé tout ça, on va venir réaplanir, puis on va pouvoir mettre par-dessus une géomembrane. La géomembrane, elle a vraiment pour but de couper le soleil puis d'empêcher les pousses de renouée qui pourraient être encore là. Donc, les empêcher de repousser. On fait bien déborder la géomembrane sur les côtés de la colonie parce que pour s'assurer vraiment qu'il n'y ait plus rien qui ressorte. Mais malgré ça, il y a quand même un suivi qui est à faire pendant plusieurs années. Ensuite, pendant environ 5 ans, il faut retourner plusieurs fois, toutes les 2 semaines, vérifier s'il n'y a pas des repousses. Puis s'il y a des repousses, on va aller les enlever, encore les arracher.
Et une fois qu'on a fait tout ça, on peut commencer à planter des plantes indigènes autour, puis ensuite un petit peu sur dessus pour que l'écosystème reprenne, l'écosystème des plantes indigènes, il reprenne le dessus. Et c'est vraiment une gestion qui est longue, qui est compliquée, puis qui est vraiment coûteuse. Donc, quand on se retrouve avec beaucoup de colonies comme ça de renouer, ça devient plus compliqué. On veut vraiment essayer de s'en occuper le plus tôt possible. Ensuite, la deuxième plante qu'on va vous présenter, c'est la valériane officinale. Donc, celle-ci, c'est une plante qui peut atteindre environ 1,5 m de hauteur, puis qui va se reproduire aussi de manière végétative. Donc, les tiges vont lui permettre de se reproduire comme ça. Puis elle produit des fleurs, on peut la reconnaître avec son odeur, elle produit des fleurs qui sont vraiment assez odorantes. Puis si on veut se débarrasser de cette plante-là, parce que c'est pas évident, là, elle résiste, elle est capable de résister vraiment à des températures jusqu'à moins 20 degrés, donc c'est une plante qui s'implante quand même bien au Québec. Donc, si on veut s'en débarrasser, on va pouvoir aller la faucher. Ça, si on veut faucher, il faut le faire assez tôt dans la saison aussi, avant qu'elle produise ses graines, parce qu'une fois qu'elle produit ses graines, on pourrait la propager encore plus. Donc, on voudrait aller faucher tôt en début de saison. Sinon, il y a aussi le feu qui fonctionne, mais que là, on ne peut pas non plus utiliser n'importe où. Ensuite, la troisième, ça va être la salicaire commune. Donc, elle fait ces jolies fleurs comme ça, là, des fleurs qui sont un petit peu roses, puis qui sont en épis comme ça. L'épi va faire jusqu'à 40 cm de longueur, donc c'est ça qu'on peut la reconnaître. Puis elle a quand même des racines qui se font tout autour de la plante jusqu'à 1,5 m de diamètre. Et elle se reproduit de manière sexuée. Donc, un seul épi peut produire jusqu'à 22 000 graines. Et en plus de ça, ces graines-là, elles sont capables de flotter. Donc, comme c'est une plante qui va pousser facilement dans les milieux humides à proximité des cours d'eau, ben, elle, quand elle fait des graines, si les graines se retrouvent dans l'eau, elles peuvent se propager facilement puis aller s'implanter un peu plus loin. Donc, elle a vraiment une facilité à se propager aussi. Pour la lutte contre la salicaire commune, c'est pas évident. Il y a une méthode qui fonctionne, c'est la gestion par lutte biologique, c'est des coléoptères qui sont des coléoptères qui viennent du même endroit qu'elle puis qui sont vraiment capables de réduire la salicaire commune jusqu'à 90%. Ça, c'est pas une méthode qu'on peut utiliser n'importe comment aussi, c'est à faire de manière encadrée pour pas venir non plus amener n'importe quel insecte pour s'en débarrasser. Donc, c'est une méthode qui est assez compliquée aussi à mettre en place. Ensuite, la berce du Caucase, on vous en parle là, surtout parce que c'est une plante qui est, elle est dangereuse pour la santé parce que, je vais commencer par la présenter, là. C'est une plante qui est vraiment toute en grandeur, puis elle est spectaculaire là, parce qu'elle peut atteindre jusqu'à 5 mètres de haut. Puis même ses feuilles là, peuvent faire jusqu'à 2 mètres de large. Donc, c'est vraiment, elle est gigantesque. Puis les fleurs peuvent former, ils forment des ombelles. Puis ça peut aller jusqu'à 50 cm de diamètre, là. Donc, vraiment, elle est immense. Puis, elle a un mode de reproduction qui est sexué. Puis, chaque plant mère peut faire entre 14 et 16 000 semences annuellement. Puis, jusqu'à 85 de ces semences-là sont viables. Donc, elle se reproduit vraiment rapidement. Puis, quand les graines sont matures, la plante, elle les expulse. Donc, partout au sol, partout autour du plant mère, on retrouve une banque là, de à peu près 15 000 semences là, qui sont prêtes, qui peuvent rester en dormance jusqu'à 5 ans. Donc, même si elles ne poussent pas la première année, ça se peut que 5 ans plus tard, autour de ce plan-là, ben, il soit rendu avec beaucoup de plants de berce là, du Caucase. Donc, elles se reproduisent vraiment très rapidement. Puis, les semences ont aussi la capacité de flotter. Donc, elles peuvent passer jusqu'à 3 jours dans l'eau sans que ça affecte leur capacité de germer. Donc, elle est vraiment très robuste. Puis, la méthode de gestion, c'est vraiment de l'arrachage puis de l'extraction de la racine. Là, j'ai une autre, je vais pouvoir vous en parler un petit peu plus tantôt. Mais pourquoi est-ce qu'on vous en parle? C'est parce que c'est une plante qui est phototoxique. Donc, quand la plante touche la peau, puis qu'ensuite il y a une exposition de la peau au soleil, ça va provoquer des sévères brûlures. Puis par ça, on peut penser à des éruptions cutanées, de l'irritation. Ça peut faire aussi des brûlures au premier ou deuxième degré. Donc, elle est vraiment problématique parce qu'on la retrouve surtout dans des endroits publics, là. Tu sais, je sais qu'à Alma, il y en a proche des parcs. Il y en a aussi dans le centre-ville de Chicoutimi, beaucoup. Donc, c'est des secteurs qui sont fréquentés par beaucoup de personnes. Puis, si on ne sait pas là,
à quoi est-ce qu'on touche, ben ça peut être dangereux parce que la brûlure peut arriver, peut sortir le lendemain matin. Puis on se réveille, puis on a une grosse plaque, puis on ne sait pas pourquoi, mais parce que la veille, on a passé dans un plan de berce, puis on n'était pas au courant. Puis peut-être avez-vous déjà vu ou croyez avoir déjà vu de la berce du Caucase, c'est parce que sur le territoire, on a de la berce du Caucase et de la berce laineuse. Donc, les deux font des brûlures, puis ils peuvent être dangereuses, mais la berce laineuse l'est beaucoup moins que la berce du Caucase. Puis la berce laineuse, c'est une espèce qui est indigène au Québec. Donc, c'est pour ça qu'on ne mettra pas nos efforts d'éradication sur celle-là, puisqu'elle n'est pas considérée comme étant exotique envahissante. Donc, comment est-ce qu'on peut les reconnaître? Ben, c'est surtout au niveau de la couleur puis du duvet, parce que la berce du Caucase va avoir des poils drus, donc vraiment quelques poils, mais qui vont paraître un peu plus solides, là, tandis que la berce laineuse, elle, c'est vraiment un duvet. Puis sa tige va être violacée plutôt que d'être tachetée comme la berce du Caucase. Puis sur les feuilles, on va retrouver un duvet aussi sur les feuilles de la berce laineuse. Mais si vous n'êtes pas sûr, on recommande quand même de ne pas y toucher, puisque c'est aussi une plante qui peut avoir, qui peut c'est aussi une plante qui peut vous blesser. Donc, j'ai dit que je reviendrais là, au contrôle. Donc, si vous avez une photo là, de gens qui font le contrôle de la berce du Caucase, donc, idéalement, l'objectif quand on fait le contrôle de la berce, c'est d'avoir 0 graines. Donc, on va couper puis on va tailler l'ombelle juste avant la formation des graines, donc tôt en saison, puis on va faire ce processus-là quelques fois là, dans le début de l'été pour assurer qu'il n'y a pas de graines qui se reproduisent parce que mais comme je l'ai mentionné, là, ça peut faire jusqu'à 16 000 semences. Donc, on veut au moins éviter la propagation et la reproduction de la plante. Puis sinon, encore une fois, c'est une plante un peu comme la renouée qu'on doit faire un labour du sol, puis ça se travaille sur plusieurs années, donc c'est vraiment complexe. En plus que pour faire le contrôle de la berce du Caucase, il faut être habillé comme un astronaute avec un gros soute, une grande visière, des grands gants, des grandes bottes pour s'assurer qu'il n'y a rien qui touche la peau là, de la plante. Donc, idéalement, ça reste à une trentaine de colonies, puis on ne se ramasse pas avec une immense infestation partout dans la région. Finalement, je vais aborder le myriophile à épis. Donc, c'est une espèce aquatique exotique envahissante qui menace la région parce que on voit certains lacs là, dans le sud du Québec qui sont vraiment aux prises avec des grandes problématiques de myriophile à épis. Puis, ils ne savent pas trop quoi en faire parce que c'est vraiment très difficile de faire le contrôle une fois que c'est établi dans un lac. Donc, le myriophile, c'est une grande tige, une plante qui est vraiment en hauteur, puis elle peut aller jusqu'à 6 mètres de haut. Puis, elle va pousser sur toute la colonne d'eau, puis quand elle va arriver à la surface, elle va continuer de croître, mais à l'horizontale. Donc, elle vient vraiment cacher toute la lumière pour ce qui reste dans le fond du lac. Puis, ben, on ne peut plus se baigner, on ne peut plus pêcher, on ne peut plus se promener, on ne peut plus naviguer sur le lac à ce moment-là, là, parce que ça prend vraiment toute la surface. Puis, les feuilles sont finement divisées en 12 à 24 paires de folioles, pardon. Vous voyez sur l'écran, là, il y a une image qui vous montre qu'est-ce que c'est. Puis, ça va souvent être des groupes de 4 folioles qui vont être attachés là, sur la tige. Puis, près de la surface de l'eau, il va avoir une fleur en épi rouge que vous allez pouvoir observer. Là. Encore une fois, il y a une image, il y a un exemple sur l'image là, de ce à quoi a l'air la fleur. Puis, la méthode de gestion qu'on préconise en ce moment, c'est le bâchage, mais encore une fois, elle est dans le fond de l'eau. Fait que ça vient compliqué là, de bâcher le fond de l'eau parce que ça signifie un peu de perdre tous les autres usages du lac puis de un peu nuire à tout ce qui reste autour du myriophile là, en termes de micro-organismes dans l'eau. Dans le rapport, dans le portrait qu'on a fait en 2020, il y avait aussi les zones à risque. Donc, une zone à risque, c'est dans la région, là, elle présente les secteurs qui sont les plus propices à l'introduction d'espèces envahissantes, puis on les a ciblés en utilisant des critères, donc le potentiel de dispersion. Donc, c'est un peu lien avec les vecteurs de propagation qui ont été présentés au début de la présentation. Puis, on a ciblé aussi comme critère les milieux dont la valeur puis les services écologiques pourraient être compromis s'il y avait des espèces envahissantes sur le territoire. Donc, on a des cartes pour vous montrer là,
ce à quoi on est arrivé comme résultat. Sur les cartes, plus c'est foncé, plus c'est un secteur qui est à risque. Donc ici, c'est le Saguenay. Donc on peut voir là, que dans les Monts-Valin, puis dans le centre-ville de Chicoutimi, c'est beaucoup des territoires qui sont foncés, donc qui sont plus à risque d'avoir des introductions là, de plantes envahissantes. Puis ça fait aussi, là, si on compare avec la carte qu'on a montrée au début sur les vecteurs là, de propagation, ça fait aussi quand même bien. Puis, ce sont les zones au lac Saint-Jean. Puis, j'ai un petit zoom là, pour montrer que le parc de la Pointe-Taillon, qui est un site de la CEPAC, on le voyait bien sur cette carte-là qu'il était plus foncé, là, mais ici, on voit zoomer encore plus. Là, on voit qu'il y a des espèces qui sont pas trop loin du parc. Une pétasite du Japon, puis on voit aussi que c'est vraiment une zone qui est très, très, très foncée. Là, donc, à cause de sa valeur écologique, ce milieu-là est vraiment plus sujet à être une zone une zone à risque là, d'introduction des plantes. Ah ouais, ça. Je vais laisser C'est mon Blandine. ancienne vie, parc. C'est là J'ai que fait vous 7 étiez ans à avant? Saint-Henri. C'est mon ancienne vie. Ah. Et moi, je vais vous parler donc des méthodes de prévention, en fait, pour vraiment la meilleure chose. Je pense pas que c'est moi qui contrôle les diapos. OK. Donc, la meilleure chose vraiment pour les plantes envahissantes, c'est vraiment d'agir au niveau préventif, donc vraiment au tout départ, de prévenir les introductions. Ça va être ce qui va être le moins coûteux, puis ça va être ce qui va le mieux fonctionner. Si on évite vraiment leur introduction déjà, c'est vraiment la meilleure chose au départ. Ça va vraiment beaucoup s'appliquer aux plantes aquatiques. Là, comme on l'a vu pour l'instant, il n'y en a pas dans la région, donc on veut vraiment rester au niveau de la prévention, de limiter au maximum qu'il n'y ait pas d'introduction de plantes comme le myriophylle, par exemple, dans les lacs. Pour l'instant, on en est encore là, donc on va revenir un petit peu après sur qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour prévenir ces introductions-là de plantes aquatiques. Sinon, ensuite, ce qu'il faut faire, c'est l'éradication vraiment le plus tôt possible. Si on doit aller éradiquer une colonie, ça va coûter bien moins cher que si on laisse le problème, si on les laisse se propager, puis qu'ensuite on se retrouve avec 10 colonies à aller éradiquer, puis à devoir suivre pendant des années, par exemple, comme pour la renouer. Donc, vraiment prendre le problème le plus tôt possible, c'est ça qui sera le moins coûteux, puis c'est ça qu'on s'assurera que ça fonctionne aussi, parce que si on laisse les plantes se propager puis prendre le dessus, après on en est vraiment juste à gérer les impacts, mais pas à s'en débarrasser. Ça devient quasiment impossible de s'en débarrasser, là, comme on montrait les images de myriophylle, de lacs envahis de myriophylle. Une fois que c'est rendu là, ça devient vraiment très, très compliqué. Donc, on veut vraiment rester au niveau préventif. Il y a des petites choses qui peuvent être faites. Donc, vraiment toujours bien nettoyer le matériel, par exemple les semelles de chaussures, les roues, les 4 roues, tout le matériel qu'on utilise en dehors de la région. Mais avant de le ramener dans la région, on va toujours le nettoyer pour vraiment se débarrasser de toutes les graines qu'il pourrait y avoir, les morceaux de plantes, pour limiter l'introduction. Si on déplace du matériel comme des bateaux avec des remorques de bateaux, tout ça, ce qu'on veut, c'est aussi bien les nettoyer avant de les amener dans un plan d'eau. Ça, je vais y revenir plus en détail après. Quand on veut planter aussi quelque chose dans ces plates-bandes, quand on veut planter des plantes, faire toujours bien attention à quelles semences on achète, parce que si on achète des semences un peu n'importe où sur Internet ou quoi, qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on peut se retrouver avec des semences dans lesquelles il y a des graines de plantes envahissantes. Faire attention aussi donc, au bois de chauffage, pas déplacer du bois de chauffage d'une région à l'autre. Ça va être plus pour limiter l'introduction d'insectes envahissants. Et puis, jamais relâcher dans la nature des plantes ou des animaux qui proviennent d'aquariums, parce que ça peut être des espèces envahissantes. On ne sait pas trop si on jette ça comme ça dans l'eau, ça peut vraiment s'implanter. Jamais relâcher dans la nature d'animaux domestiques, quels qu'ils soient. Puisqu'après, on peut se retrouver avec, comme là, un beau petit poisson rouge qui, une fois qu'il est plus dans un aquarium, peut vraiment devenir tout un gros poisson comme ça, puis ça va vraiment devenir envahissant. Donc, pour ce qui est du lavage des embarcations, comme je disais, ça, c'est vraiment un point qu'on veut vraiment ramener le plus possible. Quand on a des bateaux qui arrivent dehors de la région, qui s'en viennent pour utiliser les lacs, ici, c'est vraiment miser sur le lavage de ces bateaux-là. Donc, ça va être en premier lieu de vider l'eau de la cale et du vivier loin du plan d'eau, donc au moins à 30 mètres.
enlever tous les résidus qu'il pourrait y avoir de plantes ou de poissons, de quoi que ce soit, tout enlever. Et ensuite, bien nettoyer le bateau et la remorque et tous les équipements qui auraient touché à un autre plan d'eau. La méthode de nettoyage qui fonctionne le mieux, c'est le nettoyage à la machine à pression, à l'eau chaude, donc au moins 60 degrés pendant 5 à 10 secondes par surface. Ça, c'est ça qui est utilisé dans les stations de lavage. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de stations de lavage dans la région. Il y en a quand même 2. Il y en a une au lac Kenogami et une qui ouvre cette année à Lac-Bouchette. Puis, il y a un projet aussi pour qu'il y ait des stations de lavage dans la région. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle puisque ça va vraiment permettre d'agir vraiment sur la prévention des introductions le plus possible. Donc, pour que toutes les personnes qui arrivent en dehors de la région ou même qui se baladent dans la qui arrivent dans la région puissent se nettoyer leur bateau. Si on n'a pas de machine à pression comme ça ou si on ne peut pas passer une station de lavage, ce qui fonctionne bien, c'est aussi d'utiliser de l'eau froide à pression. Donc ça, c'est si on a une machine à pression, mais si on n'a pas d'eau chaude maintenant. Et si on n'a pas ça, ça peut être du nettoyage à la main. Donc là, ça devient soit 10 minutes à l'eau chaude, soit 10 minutes à l'eau de javel ou bien 20 minutes avec une dilution de vinaigre. Donc là, ça peut être vraiment plus compliqué de nettoyer comme ça des grosses embarcations, mais ça peut fonctionner pour un canot, pour des plus petits matériels aussi. On peut faire tremper comme ça dans des solutions comme ça. La congélation aussi pendant 24 heures, ça marche. Ou sinon, simplement laisser sécher à l'air libre. Là, si on fait ça, c'est séchage au soleil pendant 5 jours. On ne veut pas qu'il pleuve pendant ce temps-là. S'il pleut, les organismes pourraient survivre. Donc, c'est vraiment 5 jours s'il fait beau soleil. Si on a aussi des pêcheurs, pour les pêcheurs, des trucs qui peuvent être intéressants à rappeler, c'est de ne jamais remettre à l'eau des poissons ou n'importe quel autre organisme aquatique en fait qui viendrait d'ailleurs, qui viendrait d'un autre plan d'eau. Toujours jamais les relâcher dans le lac, les relâcher plutôt jeter tous les rebuts sur le sol. Ne pas vider non plus l'eau des poissons à appât dans les plans d'eau ou bien nettoyer aussi les seaux. Et puis ne pas puiser d'eau d'un lac ou d'une rivière avec un seau à appât, puisqu'il pourrait toujours y avoir des organismes dedans. Donc, c'est vraiment toujours la même chose, vraiment limiter ce qu'on vient mettre dans un nouveau plan d'eau. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire si on a vu des espèces envahissantes quelque part sur le territoire? Une très bonne chose à faire, c'est d'aller les signaler sur le site de Sentinelle, qui est le site du ministère. Ça permettra d'avoir un portrait qui évolue tout le temps, un portrait de la situation qui est de plus en plus à jour. Donc ça, c'est bien important. Pour signaler sur Sentinelle, il suffit de mettre le nom de la plante, d'aller mettre ses coordonnées géographiques, puis de mettre des photos, surtout pour pouvoir vérifier que c'est bien la plante qui a été identifiée. Si on veut se débarrasser des plantes envahissantes qu'on trouve sur nos territoires, c'est toujours faire bien attention à ce que les fragments, à ce que les morceaux de plantes qu'on enlève, qu'on n'aille pas les jeter n'importe où en fait. Donc on veut bien toujours les mettre dans des sacs plastiques bien fermés, laisser ça sécher au soleil le plus possible et puis les mettre à la poubelle. Jamais composter des plantes envahissantes, évidemment, sinon on irait contaminer le compost. Et jamais relâcher ça non plus n'importe où dans la nature. Donc vraiment, c'est toujours, ça va dans des sacs plastiques, dans la poubelle, pour éviter de propager en voulant contrôler quelque chose. Et toujours favoriser les espèces indigènes du Québec. J'avais mis une petite image de comment fonctionne Sentinelle. Donc là, je vais te montrer la prochaine page. C'est ça. Quand on va sur Sentinelle puis qu'on va sur ajouter une observation, c'est ça la page qu'on obtient. Puis c'est ça, on peut juste mettre le nom de l'espèce, la date. Puis plus on a d'informations, mieux c'est. Donc si on est capable de mettre la superficie de la colonie qu'on a vue, de mettre le nombre d'individus un petit peu et vraiment d'avoir les coordonnées les plus précises possibles. On peut décrire aussi un petit peu l'emplacement où c'est qu'on a vu ça. Ça va juste permettre que quelqu'un puisse aller vérifier les colonies ensuite. Et ça faisait le tour de la présentation. Est-ce qu'il y avait des questions?